21h, nous sommes le mardi 23 mars 2021. Ilana Ferradjian au micro, merci d'être avec nous. Édition spéciale consacrée aux élections israéliennes. Un an après les dernières élections législatives en Israël et pour la 4e fois en 2 ans, les Israéliens retournaient donc aux urnes cette semaine. Les Israéliens appelés à voter pour désigner celles et ceux qui les représenteront au Parlement israélien. Au total, 6 500 000 citoyens israéliens étaient invités à aller voter. Comme lors des 3 précédentes consultations, l'enjeu principal de ces élections sera de savoir si Benyamin Netanyahou conserve son fauteuil de Premier ministre ou bien s'il sera forcé de le quitter, ce fauteuil qu'il occupe sans discontinuer depuis 12 ans. Alors cette 4e tentative sera-t-elle la bonne? Un gouvernement d'union pourra-t-il enfin voir le jour? Pour en parler, on rejoint Olivier Granilic, notre correspondant à Jérusalem. Oui, Lana, et c'est les premières estimations qui viennent d'être communiquées par la 13e chaîne, avec 33 mandats pour Benyamin Netanyahou et pour le Likoud, pour l'estimation de la 13e chaîne, 16 mandats pour le parti de Yesh Atid de Benny Gantz, ce qui est une surprise, 8 mandats pour le parti Chasse, 8 mandats aussi, 8 sièges pour Israël Beitenu de Avigdor Lieberman, 8 mandats pour la liste commune des partis arabes, 8 mandats aussi pour Naftali Bennett et son parti Yemina, 7 mandats pour Yahadut HaTorah, le parti orthodoxe religieux, 7 mandats pour le parti travailliste et Merav Michaeli, 7 mandats aussi pour le parti Meretz, 7 mandats pour la Tzionut Hadatit et 6 mandats pour Gidon Sa'ar, Tikva Hadasha et enfin 5 mandats pour Raham. On va revenir, Ilana, dans quelques instants sur les résultats qui sont, il faut dire... Alors, juste pour Ilana, également pour les auditeurs en France, il faut comprendre qu'en termes de coalition, puisque c'est la première question que tout le monde se pose, est-ce qu'il va y avoir une coalition? On a 59 mandats, d'après cette estimation, qui sont contre Netanyahou, 53 mandats qui sont pour, et ce qu'on pensait... 53-54 et 8 mandats de Naftali Bennett qui va être ce qu'on appelle en Israël l'aiguille de la balance. Est-ce que c'était exactement son rêve, je tiens à vous le dire. Il y a quelques jours, la question n'était pas de savoir s'il allait faire 8 ou 15 mandats, mais de savoir s'il allait faire pencher la balance. Et d'après ces chiffres, il ferait pencher la balance. Et je peux vous dire qu'il y a déjà des téléphones entre les conseillers de Netanyahou et les conseillers de Bennett. Alors, on verra un peu plus tard avec Cathy quels sont les autres résultats des autres chaînes pour voir s'il y a des différences. Édition spéciale consacrée aux élections israéliennes. Merci de nous rejoindre sur Radio J. Nous sommes ensemble jusqu'à 23h. Alors, les électeurs israéliens choisissaient ce mardi voter selon leurs convictions ou voter utile pour trouver la bonne combinaison, celle qui garantira une stabilité pour les 4 années à venir. Enfin, après déjà 3 tentatives échouées quand même. Alors, ce 23 mars 2021, qui est le mieux à même de sortir le pays de la crise sanitaire et économique? Pour en parler ce soir au sommaire de cette édition, nous serons avec l'historien, directeur de la publication de Causeur et spécialiste de la situation politique en Israël, Gil Michaeli. Nous aurons aussi le plaisir d'entendre le journaliste Jacques Benielouche, le président de Qualita, Marc Heisenberg, le chercheur Sami Cohen, le sociologue Shmuel Trigano, le porte-parole de l'agence juive Igal Palmor, l'économiste Jacques Bendelak ou encore le député Meir Habib et bien d'autres, jusqu'à 23h. 2 heures d'information continue. Nous sommes ensemble jusqu'à 23h sur Radio J. Et nous commençons donc cette édition spéciale ce soir avec Gil Michaeli en studio. Bonjour Gil. Bonsoir. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation donc pour cette édition spéciale consacrée aux élections israéliennes. Alors on le disait, 60,9%, c'est le taux de participation pour l'instant des électeurs israéliens. Est-ce que c'est un taux qui vous surprend ce soir ? Non, d'abord on n'a pas le taux définitif, c'est le taux pour 20 heures. Ça va être probablement entre 65 et 66, c'est-à-dire à peu près 4 ou 5 points moins qu'il y a un an. Il faut voir un petit peu plus précisément les résultats. Je pense que les taux étaient particulièrement faibles chez les Arabes israéliens. Et je pense que ça tire très fortement la moyenne nationale vers les bas. Environ 44%, c'est ça à 20 heures. Ouais. Donc, il faut voir aussi si dans d'autres secteurs bien précis, peut-être chez les ultra-orthodoxes, il y a une moyenne il y a un taux de participation qui est faible. Et avant de tirer des conclusions sur les Israéliens lassés ou pas lassés, c'est un peu tôt.
Alors, on le disait, c'est la 4e fois donc, que les Israéliens se rendent aux urnes. On a un peu moins de 2 ans, deuxième élection en période de coronavirus. La première s'était déroulée au tout début de la pandémie en mars 2020. Cette élection s'est déroulée à pratiquement la fin de cette crise avec plus de 5 millions d'Israéliens vaccinés. Donc, alors, est-ce que aujourd'hui, Gil Michaelis, selon vous, les enjeux de ces élections sont les mêmes que celles des élections précédentes? Parfaitement. L'électorat israélien est clairement à droite. Nous avons en effet 4 Likuds. Il y a le Likoud de Netanyahou. Il y a Guidon Sa'ar qui a quitté le Likoud, pas pour des raisons idéologiques, mais parce qu'il voulait plus de Netanyahou. Nous avons Naftali Bennett qui a commencé sa carrière comme chef de cabinet de Netanyahou et qui a quitté Netanyahou et le Likoud pour des raisons qui n'ont rien à voir avec l'idéologie, mais qui ont tout à voir avec des raisons personnelles. On dit même que c'est la femme de Netanyahou qui a dit avec Bennett jamais. Oui. Et puis, il y a Avigdor Lieberman qui a commencé sa carrière avec Netanyahou, qui était le chef de cabinet de Netanyahou et qui s'éloignait de Netanyahou aussi. Donc on a au moins, on aurait pu avoir un gouvernement pur Likoud s'il n'y avait pas le problème posé par la personnalité de Netanyahou. Si on regarde qu'est-ce que c'est que la gauche en Israël, c'est les travaillistes Meretz et une partie des députés arabes, parce qu'on a vu déjà qu'une partie des députés arabes, les plus conservateurs, n'ont pas de problème de soutenir une coalition avec le Likoud à la tête. Et donc, on a à peu près 15, peut-être 18% de l'électorat qui se prononce pour des partis de gauche, et encore, et tous les restes, c'est des droites. Et si aujourd'hui, nous n'avons pas un gouvernement de droite avec une majorité des 2/3 de Parlement, c'est parce que l'homme qui écrase la vie politique israélienne depuis 10 ans, c'est Netanyahou. Donc, depuis 12 ans, c'est comment faire un gouvernement de droite malgré Netanyahou. C'est ça la question. Justement, en général, voilà, on sait que les élections, c'est aussi l'occasion de grandes fêtes démocratiques. Et là, cette année, c'est un petit peu différent. L'ambiance est quand même relativement différente. D'ailleurs, ce matin, on pouvait lire dans le Yediot Aharonot, notamment que ces élections renfermaient un diagnostic assez grave. La politique israélienne souffre-t-elle, interrogeait le Yediot, d'une atrophie aiguë qui se résume en une question, Bibi ou pas Bibi? Vous partagez donc ce constat? Parfaitement. Je pense que malgré les choses qu'on peut attendre sur le plateau ce soir, le problème n'est pas le système électoral en Israël. Je rappelle qu'en France, on a un système diamétralement opposé, qu'en France... Oui, ça c'est important aussi de rappeler comment fonctionne le système électoral israélien. Bon, Israël, c'est une seule circonscription. On vote une seule fois à la proportionnelle. On vote pas, on vote pour le Parlement et c'est le Parlement qui désigne les chefs de l'exécutif. Donc c'est un petit peu comme la 4e République, pas exactement, mais un petit peu comme la 4e République, parce que la 4e République aussi avait la question de circonscription et que la France était toujours bicamérale, donc il y avait aussi un Sénat. Donc on met tout ça de côté. L'idée c'est que aujourd'hui, le problème n'est pas le système électoral. La société israélienne est très éclatée en grandes tribus. Il suffit de mentionner juste, par exemple, les Arabes israéliens, les ultra-orthodoxes. Et dans les systèmes français, les tribus israéliennes ne seraient pas représentées. C'est à peu près comme le problème avec le Front National. Les gagnants raflent la mise. Et ça donne au début l'illusion de la gouvernabilité. Donc on a une majorité claire, le président de la République a les clés de la maison, de l'appartement et de la maison de campagne, mais on voit qu'en France, qu'est-ce que ça donne? L'impuissance. Quand on neutralise le Parlement, tôt ou tard, on arrive à un système où l'exécutif aussi est impuissant parce que illégitime. On vote un président en France, 6 mois plus tard, la CGT dans la rue. On le voit à chaque réforme, oui. Et on fait plus rien. Pourquoi? Parce que dans des élections à l'israélienne, il aura eu 21, 22, 23%. Un mois et demi plus tard, il a 51% et il s'est conduit comme s'il a été élu sur le projet qui a réuni 21, 22, 25, 30% de suffrages. Personne ne l'oblige, après les élections au Parlement, de revoir sa copie avec un vrai rapport de force. Et donc, un projet minoritaire
finit par avoir le plein pouvoir et se heurte contre l'illégitimité. En Israël, c'est pas ce qui se passe. En Israël, quand il y a 61 députés, quand il y a 51%, c'est-à-dire que de différents courants doivent faire un compromis et après se tenir derrière ces compromis. Donc ça a l'air d'être faible, mais en fait, c'est très fort parce que très représentatif. Et beaucoup ont quand même critiqué une certaine crise de la démocratie, puisque par exemple, il n'y a pas eu de débat à la télévision israélienne pour ces élections. Le public israélien a droit à un débat, il mérite des réponses. C'est ce qu'avait déclaré en fin de semaine Yair Lapid. Le public mérite de savoir quel type de gouvernement va être formé. Donc malheureusement, il n'y a pas eu de débat. Cette absence finalement de débat en pleine élection fait-elle partie de cette crise démocratique comme on a pu l'entendre? Non. Le problème de la démocratie israélienne, c'est surtout le fait qu'un milliardaire américain a payé à perte un journal pour soutenir Netanyahou, fausser complètement les jeux démocratiques et les jeux des médias, un journal sans modèle économique, qui casse le prix des annonces et qui casse le modèle économique de la presse, qui est déjà disons dans le pétrin à cause de tout ce qu'on sait avec Internet, etc. Et donc ça, c'est une intervention extérieure complètement délirante, mais qui passait bon. D'ailleurs, c'est l'un des dossiers auxquels Netanyahou devrait répondre devant les juges. C'est lié à son projet de casser la presse israélienne. Donc le débat en Israël est déjà faussé. Je dis pas que la presse israélienne mérite la Légion d'honneur, loin de là. Mais là, il y avait une manipulation gigantesque. Il y a des entreprises de fake news qui méritent le prix Trump. Oui. Donc il y a ces deux éléments-là. Il y a ces deux éléments-là. Une forme de violence, même les gens de Guidon Sarr devaient affronter la violence des militants de Likoud. Donc, je pense que le problème est plus dans ce sens-là qu'un candidat qui n'a rien à gagner d'un débat et qui l'évite. C'est vraiment la micro-tactique. Et comment vous avez jugé cette campagne, Gil Michaeli, vous qui l'avez suivi? Beaucoup l'ont considéré terne. Certains ont même dit qu'il s'agissait d'une bataille d'ego. Finalement, on parlait de tous les candidats tout à l'heure, entre les différentes grosses têtes de la droite, les 4 Likoud, comme vous le disiez, Naftali Bennett, Gideon Sarr, Benjamin Netanyahou, Avigdor Lieberman. La manchette du journal Maariv ce matin est d'ailleurs assez parlante. Qui boycotte qui? C'est ce que titre le quotidien israélien. Puisque la seule question est Netanyahou ou pas Netanyahou, c'était une campagne autour de cette question-là. Et la plupart des gens que je connais se posaient la question quelle est la meilleure vote stratégique pour arriver à ces fins? Ceux qui voulaient se débarrasser de Netanyahou se demandaient s'ils soutiennent Meretz ou le Parti travailliste, est-ce qu'ils votent selon leur cœur? Est-ce qu'ils sont, si je traduis en français, est-ce qu'ils votent premier tour ou est-ce qu'ils votent déjà deuxième tour en vote stratégique pour bloquer quelqu'un ou pour améliorer le pouvoir de marchandage de tel en tel? Parce que, je vous rappelle à tout le monde, on aura les résultats demain, mais c'est n'est que le début d'une longue négociation. Le président Rivlin a déjà dit que cette fois-ci, il ne va pas commencer la négociation avant. Il attendrait les résultats officiels qui vont arriver dans une petite semaine. Normalement, ça commence tout de suite parce qu'on est à 99%. On a déjà un premier tableau. Et donc là, il a laissé mijoter déjà pendant une petite semaine. Et après, il va prendre son temps. Et donc, on va voir. Parce qu'il n'y a pas une majorité claire, nette. Et donc, on a devant nous au moins 3-4 semaines et peut-être même 2 mois de négociations, des scénarios, de fake news des uns ou des autres, comme dans chaque négociation. Donc c'est le début d'une très longue danse. Alors, ce qu'il faut souligner, c'est que aussi tout le système politique de la société israélienne, en partie, s'organise autour des sondages qui mesurent d'une semaine à l'autre l'humeur de l'opinion, et on en parle encore ce soir. Ce sont les sondages qui ont poussé d'ailleurs plusieurs nouveaux partis, comme celui fondé par le maire de Tel Aviv, Ron Huldaï, à jeter l'éponge sans attendre le scrutin. C'est quand même assez curieux comme mode de fonctionnement.
Non, je pense que c'est partout la même chose. C'est-à-dire, même en France, on fait des sondages, Au on point se d'abandonner positionne. complètement Ça me semble pas invraisemblable. Dans les primaires aux États-Unis, quand les gens commencent à perdre, ils lâchent. Non, je pense que déjà, j'ai vu tout à l'heure l'assiette de Pessah avec le bulletin de vote. C'était copieux, hein. C'était assez copieux. Donc, D'ailleurs, c'est vrai qu'il y a eu l'émergence de beaucoup de petits partis cette année. Oui, non, mais j'ai déjà 56 ans, je vote depuis 84. Donc j'en ai vu des campagnes, j'en ai vu d'offres, j'en ai vu des candidats bizarres, mais ça fait partie du jeu et c'est encore aujourd'hui à cause de... Il y a un seuil minimum qui n'existait pas vraiment il y a 30 ou 40 ans, et donc il y a un certain tri déjà. On ne peut pas avoir moins de 4 députés, donc on n'a pas les partis comme on avait dans les années 70 avec une seule... Ceux qui sont sous le seuil d'éligibilité. Exactement, donc il y a un seuil qui est assez élevé et qui équilibre d'ailleurs un petit peu le jeu. Peut-être il faut l'encore augmenter, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'était vraiment des élections très concentrées. Il n'y avait pas des débats idéologiques, il n'y avait pas des débats sur la stratégie, il y avait juste oui ou non Netanyahou, quelle alternative? Merci beaucoup Gil Michaeli, vous restez avec nous, édition spéciale consacrée aux élections israéliennes. On va parler évidemment tout cela, évidemment aussi la fragmentation de la société israélienne. On en parle dans un instant. Restez avec nous, à suivre notre invité, le journaliste Jacques Benilouche sur Radio J. Réveillez l'informé qui est en vous. Édition spéciale consacrée aux élections israéliennes et ce soir plusieurs invités nous accompagnent jusqu'à 23h pour nous donner toutes les dernières estimations de ce 4e scrutin et on rejoint justement à présent le journaliste Jacques Benilouche, blogueur, auteur du blog Temps et Contre-temps. Bonjour Jacques. Bonjour et bonsoir. Bonsoir, merci beaucoup d'être avec nous pour cette édition spéciale. Alors, Jacques, vous avez suivi cette campagne, on a eu l'occasion de vous entendre à plusieurs reprises sur Radio J dernièrement. Alors, scrutin important, 4e scrutin en moins de 2 ans. L'année dernière, les Israéliens avaient été 71% à se rendre aux urnes. À 20h, ils étaient environ 60%, 60,9%. Un score assez bas finalement par rapport aux années précédentes. Comment vous l'expliquez ? Je pense que le score est un peu bas parce qu'il y avait une certaine lassitude de la population. Il faut dire aussi qu'il y avait beaucoup de gens qui sont à l'étranger, qui sont bloqués. Autour de moi, il y a à peu près une dizaine de personnes qui sont encore à l'étranger. Ça aussi, ça chiffre. Et puis, il y a une certaine lassitude. Et cela explique que nous avons des résultats, puisqu'on a maintenant pratiquement les résultats de toutes les chaînes de télévision israélienne, et nous sommes vraiment pratiquement à la fin de ces, je dirais, de ces sondages. Cette fois-ci, ce sont des sondages tirés des urnes. Eh bien, on peut dire vraiment que la victoire de Netanyahou est totale et que les deux partis qui ont voulu lui faire concurrence se sont écroulés. J'avais dit à l'occasion de certains de mes articles que je trouvais que la campagne de Gideon Sa'ar, qui est crédité de 6 sièges, vous vous rendez compte, c'est pas grand-chose. Il est parti à 18, il est arrivé à l'heure actuelle à 10, 5 pour certaines chaînes. C'est tout simplement que sa campagne était très mauvaise et en particulier, il n'a pas estimé qu'il devait attaquer le fondement des électeurs du Likoud, qui sont les séfarades, les Marocains, je dirais, et il les a un peu dédaignés. Eh bien, effectivement, il a eu le résultat qu'il fallait. Personne parmi, je dirais, cette population qui avait suivi Begin en 1977 ne l'a rejoint. Quant à Bennett, il paye le fait, il est pratiquement crédité de 7 députés, ce qui n'est pas grand-chose par rapport aux 16 et 13 et 14 députés qu'on lui donnait dans les sondages, mais parce qu'il a une campagne très, 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 je dirais, incertaine. Il n'a jamais voulu dire s'il suivait éventuellement le côté, la gauche, ou s'il suivait Netanyahou. On l'a demandé plusieurs fois, est-ce que vous irez avec Netanyahou? Il n'a jamais voulu prendre position. Et donc la population, les électeurs, n'ont pas aimé
façon de ne pas, ce manque de courage politique. Vous savez, dans la politique, il faut avoir du courage. Même si vous perdez, mais vous devez avoir du courage de dire ce que vous pensez. Et comme il n'a jamais voulu dire qu'il suivait, eh bien, certains ont compris que s'ils votaient pour lui, ils votaient automatiquement pour Netanyahou. Et donc, ils n'ont pas voté pour lui. Ce que je voudrais dire, un autre détail très important, c'est que les hommes politiques qui ont une politique fixe, qui n'évolue pas en fonction du vent et des girouettes, eh bien, ils ont été payés de retour. Je parle, entre autres, de Benny Gantz, on croyait qu'il n'allait pas atteindre le minimum, je dirais, vital. Eh bien, il est crédité de 7 à 8 mandats, ce qui est important. C'est-à-dire que Benny Gantz a eu plus de voix, plus de députés que Bennett, plus de députés que Gideon Sa'ar. Pourquoi? Parce que lui, il a été fidèle à ses convictions et il a convaincu beaucoup de gens qu'il ne s'était pas trompé en rejoignant Bibi. C'est simplement Bibi qui l'a trompé. Voilà où nous en sommes. Alors là, à l'heure actuelle, je pense que Bennett, parce que c'est la seule solution qui lui reste, Bennett va offrir ses voix à Netanyahou, qui aura à ce moment-là une majorité sans problème. Et en échange de quoi, eh bien, il va être peut-être soit ministre des Finances, surtout ministre de la Défense. Voilà où nous en sommes. Donc, je ne crois pas du tout à toute autre solution éventuelle, sauf si Netanyahou comprend qu'il a eu un avertissement qui lui a été donné par les électeurs et qu'il essaye à ce moment-là, je crois que ce serait la meilleure solution pour lui, c'est d'étendre son spectre politique autour d'autres partis pour avoir une plus grande assise politique au sein de son gouvernement. Et Jacques Benilouche, les médias israéliens, la presse israélienne aussi avaient mis beaucoup d'espoir en Yair Lapid, qui était considéré aussi comme le grand concurrent de Benjamin Netanyahou pour ces élections. Yair Lapid qui a mené pourtant une campagne plutôt discrète. Qu'en est-il de son cas à lui ce soir? Alors justement, j'avais dit que sa campagne était un peu trop timide, discrète. Et pourtant, ça marchait. On m'a critiqué pour mon article, pour mon titre d'article. Eh bien, c'est exactement ça. Il n'a pas voulu. Il avait peur de faire une erreur. Il avait peur de dire un mot de trop. Il avait peur de se tromper. Et vous savez, même chose, je reviens toujours sur le même problème. Il faut avoir un courage politique. Et donc, à partir du moment où il est resté terne, eh bien, il a gardé les électeurs qui le suivent, mais il n'a pas réussi à aller prendre des électeurs un peu ailleurs, c'est-à-dire au Likoud. Or, il y a beaucoup de gens au Likoud qui auraient pu le suivre s'il avait été plus percutant, s'il avait battu la terre, allé au-devant des électeurs de Netanyahou, et s'il avait été beaucoup plus visible dans les médias. Il a choisi cela, il a effectivement été conseillé par des Américains, ce sont les conseillers diplomatiques de Joe Biden qui l'ont aidé, qui l'ont suivi, qui l'ont conseillé, et il a voulu faire une campagne à la Joe Biden, dans le calme, dans le silence, face à un Trump omniprésent. Eh bien, pour Israël, c'est pas une bonne solution. Il faut être présent sur le terrain, il faut battre, il faut montrer qu'on a envie de cela. Et très souvent, et c'est ça l'erreur aussi qu'il a commise, éventuellement, je suis prêt à ne pas être Premier ministre, même si je suis en tête. On ne dit jamais ça. On dit, je veux être Premier ministre, votez pour moi pour être Premier ministre. Donc des gens ont dit, effectivement, des électeurs ont dit, alors si on vote pour toi, tu es en tête, tu ne seras pas Premier ministre. Alors quel intérêt de voter pour moi? Voilà, c'est un petit peu... c'est très difficile la campagne électorale en Israël quand on a un système d'élection, je dirais, à la proportionnelle intégrale. Alors là, nous sommes dans je pense qu'il n'y a plus d'impasse aujourd'hui. Parce que Jacques Benilouche, oui. On parle d'une campagne électorale de droite. On en parlait à l'instant avec notre invité en studio, Gil Michaeli. C'est vrai, la droite, finalement, prend toute la place. La gauche a disparu en Israël. Que s'est-il passé pour le Meretz, le Parti travailliste, ce soir? Déjà, il y a eu des erreurs. Avoda a fait une erreur. Il avait mis dans son parti, dans sa liste, une personne qui était sulfureuse. Bon, elle s'est revenue, elle a reconnu qu'elle avait fait des erreurs. Je pense que Avoda est parti trop tard à la campagne. C'est une personne, le leader de Avoda, c'est une personne très compétente, mais elle est partie trop tard. Elle n'a pas eu le temps de pouvoir s'affirmer. Le parti, il y a quelques
quelques mois seulement qu'elle a été désignée par le parti. Quant à Meretz, il est égal à lui-même, il ne bouge pas, il fait des actions, il a eu le tort d'attaquer ses éventuels alliés. Meretz et Avoda ont passé leur campagne à attaquer non pas la droite, non pas Netanyahou, non pas éventuellement Bennett, ils ont passé leur temps à attaquer Lapid, à attaquer Lieberman, qui sont normalement leurs alliés. Et c'est pas une bonne stratégie. Là, je répète toujours, une stratégie, c'est une stratégie qui ne doit pas être sinueuse. Quel est l'intérêt? Ils ont voulu attaquer Avoda et ils ont voulu attaquer Gantz pour pouvoir lui voler des voix. Eh bien, ça n'a pas marché. Gantz est maintenant au-dessus de tous les autres partis de gauche. Gil Michaeli, on va tenir, oui. Gil Michaeli, est-ce que vous souhaitez faire un commentaire sur ce que vient de dire Jacques Benilou, justement, par rapport à ce qui se passe dans le camp de la gauche ce soir? Ah non, mais je ne veux pas faire des commentaires sur la tactique et la campagne. Jacques le fait très bien et je suis son blog avec beaucoup d'intérêt et j'apprends beaucoup de choses. Globalement, comme en France, comme dans beaucoup de pays, la social-démocratie des années 60, 70, voire 80 n'existe plus. Donc on peut se poser aussi la même question, pourquoi, où est le PS aujourd'hui, à peu près là où se trouve le travailliste, où sont les Verts, où sont les... Donc on est dans la même... on est sur le même... La société israélienne avec évidemment des nuances, c'est d'abord une société occidentale. Donc les mêmes grandes tendances en Occident, économiques, sociales, etc., s'appliquent aussi à Israël. Pour la suite des événements, si on reste à 61, c'est pas sûr et certain, mais presque que Netanyahou aura son gouvernement, parce que les chantages vont être très simples. Si Bennett ne donne pas qu'on appelle les centimes pour l'euro, c'est-à-dire ne donne pas ne complète pas les 51, il n'a pas un gouvernement alternatif, et c'est-à-dire que c'est Bennett qui va être considéré comme responsable d'une 5e campagne électorale. Je pense que personne ne peut survivre en telle accusation, mais on s'est trompé déjà par le passé, des choses impossibles se sont produites. Donc là, vous pensez qu'on pourrait se retrouver en studio dans 6 mois pour parler des élections? Je n'exclus pas, je pense que si on reste avec 61, ça va finir dans un gouvernement avec Netanyahou à sa tête, et qui va être même plus de 61, parce que il a par exemple, si on parle de Kachol-Lavan, de Bleu-Blanc, de Benny Gantz, Benny Gantz a fait l'erreur fatale de faire affaire avec Netanyahou l'année dernière quand il était en position de force. Donc aujourd'hui, je pense que pour quelques Marocains, il va passer de 61 à 68, et puisque c'est 68, peut-être d'autres. Donc je pense que si les résultats ne changent pas, et il y a un problème avec l'un des partis arabes, donc on ne sait pas si c'est 0 ou c'est 4 pour Raham, par exemple, donc on ne sait pas. Donc entre 61 et 59, c'est pas impossible, donc il faut attendre demain matin, mais effectivement, si on reste à 61, le plus probable, c'est de voir un gouvernement Netanyahou en 61 et puis plus tard 68 ou 70. Merci beaucoup Gil Michaeli, vous restez avec nous sur Radio J. Il est 21h30 en France, nous sommes le mardi 23 mars 2021, Ilana Ferradian au micro, merci d'être avec nous, édition spéciale consacrée aux élections israéliennes.
21h39, merci d'être avec nous, édition spéciale consacrée aux élections israéliennes. Alors on dit souvent que la société israélienne est une mosaïque. Le suivi de la crise sanitaire a rapidement rétabli les catégories démographiques et socio-économiques comme critères de suivi épidémiologique. Les graphiques ont distingué l'évolution du virus entre la population orthodoxe, la population arabe israélienne et la population générale, fourre-tout de tous les autres segments. Alors un des défis de ces nouvelles législatives sera de refaire le ciment de la société israélienne. Et pour en parler, ce soir, notre invité est Sami Cohen, politologue, spécialiste des questions de politique étrangère et internationale, en particulier liées à Israël, justement, auteur du livre « Israël, une démocratie fragile ». Sami Cohen, bonjour. Bonsoir. Bonsoir, merci d'être avec nous pour cette édition spéciale consacrée aux élections israéliennes. Alors aujourd'hui, Sami Cohen, justement, une première question. Comment se porte la société israélienne alors qu'elle commence à sortir de la Covid-19 ? On a vu notamment ces scènes de liesse, de bandes de jeunes sortir, enfin s'amuser en Israël dans des bars, dans des festivals, mais il demeure quand même des divisions. Plus ou moins qu'avant, selon vous, la crise sanitaire a-t-elle exacerbé les tensions et les fractures sociales ? Il me semble que oui. Elle était déjà très fracturée. Je ne sais pas si vous vous souvenez du fameux discours du président Rivlin en 2016-2017 où il parlait de la fracture de la société israélienne en 4 tribus. Cette fracture ne s'est pas réduite. Et je dirais même que la crise du coronavirus l'a exacerbée dans la mesure où on a vu d'un côté une partie de la société israélienne, notamment les ultra-orthodoxes, qui n'ont fait pratiquement qu'à leur tête. Et ils n'ont pas suivi les consignes du gouvernement et du ministère de la Santé, et suscitant la colère des laïcs, leur reprochant d'avoir contribué à disséminer le virus et de leur faire payer leur séparatisme par rapport à la société israélienne. Fracture également entre les plus riches et les plus pauvres. Les plus riches n'ont pas souffert de la crise du coronavirus, tandis que les plus pauvres, oui. Tous les salariés, une partie des salariés, en tous les cas, du secteur tertiaire, ont perdu leur emploi. Et donc, voilà, on n'est pas sorti de l'auberge et la crise du coronavirus n'a pas arrangé les choses. Et c'est vrai que selon d'ailleurs plusieurs sondages récents, les Israéliens semblaient beaucoup plus concernés finalement par des problèmes intérieurs, notamment des problèmes économiques, des problèmes de démocratie, que finalement les liens avec les Palestiniens, Israël sur la scène internationale, etc. Donc ça prouve aussi qu'il y a un vrai problème intérieur en Israël. C'est vrai, mais ce n'est pas nouveau. Au cours des 4 dernières consultations, la question du conflit israélo-palestinien n'a pas émergé. Et là, en plus, dans un contexte où les questions, quand même, on se pose des questions concernant l'avenir de la démocratie israélienne, le débat autour de la démocratie ne s'est pas posé non plus. Ce sont les 2 grands absents de la campagne électorale qui s'est focalisée entièrement sur la personnalité de Benjamin Netanyahou. Alors justement, en parlant de Benjamin Netanyahou, ça c'est très intéressant. On a vu ces derniers mois un Benjamin Netanyahou, un Premier ministre assez bousculé quand même sur le plan judiciaire et juridique, avec ses passes d'armes aux côtés de la Cour suprême israélienne, Avishai Mendelblit notamment, avec qui il a eu de nombreux conflits, toutes les affaires qui ont aussi émaillé son mandat. Pourtant, cela n'a pas affaibli sa cote de popularité, bien au contraire. Comment l'expliquer ? Ça n'a pas affaibli sa cote de popularité au sein de son camp. C'est vrai. Le noyau dur de Likoud est resté très uni. Cela étant, écoutez, si aujourd'hui la situation est arrivée à une telle impasse, c'est-à-dire la difficulté de faire émerger une majorité claire pour ou contre, ça tient très largement au rejet de la personnalité de Benjamin Netanyahou dans tout le reste de la population israélienne, le Likoud mis à part. Et ça, c'était un des grands facteurs du blocage de la situation politique en Israël. Le titre de votre dernier livre, Sami Cohen, donc Israël, une démocratie fragile. Pour vous, qu'est-ce qui menace aujourd'hui la démocratie en Israël ? Écoutez, depuis plusieurs années, la démocratie en Israël
est attaquée. Et je donnerai un exemple qui est celui de la Cour suprême, mais pas seulement. Les ONG de droits de l'homme sont attaquées, souvent des universitaires, tous ceux qui essayent de contester l'occupation, de critiquer la colonisation, de s'opposer au gouvernement de Benjamin Netanyahu, font l'objet d'attaques. L'attaque la plus importante concerne quand même la Cour suprême, parce que l'idée de la droite est de créer dans une loi une clause de contournement qui permettrait à la Knesset de passer outre à des décisions de la Cour suprême qui pourraient contester les lois ordinaires. Si ça se passe, eh bien, il n'y aurait plus aucun contre-pouvoir institutionnel en Israël. Alors, qu'est-ce qui est inquiétant? Ce qui est inquiétant, c'est que dans la situation actuelle, quand on voit les résultats du sondage sorti des urnes, c'est que manifestement, il y aura soit un gouvernement de droite sous l'autorité de Benjamin Netanyahu, soit des 5e élections. Pourquoi c'est inquiétant? Parce que ce gouvernement de droite, Benjamin Netanyahu se retrouve avec des alliés va se retrouver avec des alliés beaucoup plus radicaux que lui, les ultra-orthodoxes, Yamina de Naftali Bennett, l'alliance entre Smotrich et Ben Gvir, qui sont tous ensemble réunis, ont un programme très clair, et Benjamin Netanyahu l'a répété il y a 2 ou 3 jours, c'est de rééquilibrer les pouvoirs entre les juges et le gouvernement. Ça, c'est très net. Il va y avoir, à mon avis, une attaque frontale contre le système judiciaire. Gil Michaeli, vous êtes avec nous en studio. Est-ce que vous avez envie de réagir à ce que vient de dire Sami Cohen quand il parle de ces menaces de l'ultra-droite qui pèseraient aussi sur la coalition actuelle? Alors, je suis d'accord parce que Netanyahou a un objectif plutôt personnel, c'est-à-dire d'échapper à son procès, qui passe par la déstabilisation des institutions. C'est pas uniquement la Cour ou les cours, c'est aussi les procureurs de la République, c'est aussi la police, un chef de police qui lui-même a nommé, a fini par devenir son ennemi. Donc il y a une attaque contre les institutions, donc il y a son ordre de jour privé qui rejoint l'ordre de jour dans certaines droites en Israël, qui souhaitent, disons, avoir le 3e pouvoir muselé, qui pose la question, mais qui a élu les juges? Et c'est un problème qui dépasse la problématique israélienne. On dit qu'Israël c'est une démocratie, mais Israël n'est pas une simple démocratie. La Hongrie en 1960 était aussi une démocratie populaire. Donc c'est une démocratie libérale. Et dans une démocratie libérale, il y a un certain nombre de choses qui échappent au vote. Ce sont les valeurs, les droits de l'homme, etc., etc. Donc il y a un paquet de choses. Disons qu'en démocratie libérale, c'est comme un bateau. On peut décider si on va vers le nord ou vers le sud, si on fait 12 nœuds ou 24 nœuds, et on peut choisir les capitaines. Mais on ne peut pas voter que le nord est au sud. Oui. Et donc, ces paquets de choses sur lesquelles on ne peut pas voter, qui décide? Et donc, ce sont des gens non élus qui sont les gardiens de cela. Et si en démocratie libérale perd les gardiens de ces valeurs, les gardiens de ces choses-là sur lesquelles on ne peut pas voter, même à 99%, à ce moment-là, ça devient une dictature de la majorité. C'est ça le problème. Donc Israël n'est pas encore là, mais disons que dans la coalition qu'on peut imaginer, il y aura pas mal de gens dont se les rêvent de neutraliser complètement le 3e pouvoir. C'est qu'il ne veut pas dire qu'on ne peut pas critiquer les juges, c'est qu'on ne peut pas dire que c'est une bonne question. Quelle est l'exacte frontière entre les choses sur lesquelles on peut voter et où finit la souveraineté nationale et où termine ce paquet de choses qui font que c'est une démocratie libérale, qui a certaines libertés qui sont inaliénables. Toutes ces questions-là sont légitimes. Mais on n'est pas là. On n'est pas à ces débats-là. Mais en même temps,
je pense que libérer peut-être de ce problème, s'il arrive à échapper à son procès, Netanyahou s'est montré par les passés plutôt prudent. C'est pas un vent en guerre. Oui. Souvenez-vous des questions de l'annexation de la Cisjordanie. Ouais. Du jour au lendemain, ça a disparu. Il y avait un deal avec les États-Unis, avec les Émirats, et donc il y avait que ça, un peu dans les mois de mai, quand il fallait parler de la sortie de premier confinement. Ça l'intéressait pas du tout. C'était complètement chaotique. On a déjà oublié. La seule chose qui l'intéressait au mois de mai-juin, pour des raisons politiciennes, c'était l'annexation. On va annexer, etc. Hop, et puis ça disparaît. Ouais. Après, tout cela a été aussi un petit peu effacé par la crise sanitaire, forcément. Non, mais bien sûr. Mais j'étais là, je pense, au mois de juin. On parlait que de ça. Et qu'est-ce qui va se passer le 1er juillet? Il va annexer? Il va pas annexer? Comment ça va se passer? Aujourd'hui, on l'a oublié. C'est même pas une question dans un débat, dans une petite ville, avec les candidats numéro 70. Ça a complètement disparu. Et c'était présenté par Netanyahou fin juin l'année dernière comme le sujet le plus important depuis le premier congrès sioniste à Bâle. Bah voilà, donc il est capable de ça aussi. Sami Cohen, vous êtes toujours avec nous. Est-ce que vous avez un commentaire à faire par rapport à ce que vient de dire Gil Michaeli? Oui, globalement, je suis d'accord avec ces commentaires. Peut-être avec un sérieux bémol. C'est qu'Israël ne peut pas être considéré comme une démocratie libérale. Parce que une démocratie libérale, son alpha et son oméga, c'est la défense des droits de l'homme. Or, ce qui se passe en Israël, c'est que le mot droit de l'homme est apparenté aux droits des Palestiniens. Et ça, les Israéliens n'aiment pas beaucoup. Et il y a des enquêtes qui ont été faites par l'Institut de la démocratie israélienne qui demandent aux Israéliens qu'est-ce que c'est que pour vous la démocratie? Alors, ils mettent en tête l'exercice de la souveraineté, ils mettent différents items. En queue de peloton viennent les droits de l'homme. La démocratie israélienne, c'est les droits de l'homme pour 3% seulement des Israéliens. Je dirais simplement pour compléter. Ce n'est pas non plus une démocratie 3%, illibérale. c'est un chiffre qui vient d'où exactement, Sami Cohen? Ça vient de l'Institut de la démocratie israélienne. Si vous prenez le rapport annuel qui s'intitule The Democracy Index, qui est, il me semble, cette donnée vient, il me semble, de leur enquête de 2016 ou 2017. C'est un institut gouvernemental, c'est une ONG. Qu'est-ce que c'est exactement? Non, c'est un institut privé, c'est un think tank très important qui siège à Jérusalem, qui présente tous les ans au président de l'État son rapport qui s'intitule le Democracy Index, qui est ensuite lu devant le président de l'État. En fait, c'est une véritable institution et leur rapport fait autorité auprès de tous les partis politiques. C'est extrêmement sérieux comme rapport. Et est-ce qu'on sait par qui est financée cette institution? Qui finance cette institution? Oui. Ce sont des financements non gouvernemental pour la plupart. C'est un institut totalement indépendant. Il ne dépend d'aucun État. Vous avez un commentaire, Gil Michaeli, à faire sur ce que vient de dire Sami Cohen? Je pense que c'est un malentendu. Je dis pas, je parle pas de l'état de droits de l'homme en Israël. C'est pas ça la question. Il y a si on fait si on essaye d'analyser les régimes dans le monde, donc la plupart de ce qu'on appelle des démocraties, la France, la Belgique, les États-Unis, la Nouvelle-Zélande, l'Australie, etc., c'est les types, même les Japon, c'est des types démocratie libérale. J'ai expliqué pourquoi. Parce que il y a des mécanismes qui font que c'est pas uniquement la majorité qui a le dernier mot. La majorité ne peut pas faire certaines choses. C'est ça en démocratie libérale. Au nom de quoi? Au nom de certaines valeurs, des libertés. Démocratie libérale, c'est pas parce que c'est libéral économiquement ou parce que c'est pour le mariage gay. C'est pas libéral dans ce sens. C'est une démocratie qui a au cœur un certain nombre de libertés qui échappent à la souveraineté nationale. On ne peut pas voter
sur certaines choses. Et même si je suis d'accord que pour certains Israéliens, ça ne s'applique pas sur les Palestiniens, et encore, il suffit de voir les débats qui étaient en Israël pendant le Covid. Est-ce que les Shabak peuvent ou ne peuvent pas donner certains donner c'est sur ces questions-là qu'on parle de démocratie libérale. Si oui ou non, Israël est devenu en dictature sanitaire, etc., le même débat qu'on a en France. Et même si on regarde maintenant les résultats, les sondages améliorés. Vous avez les derniers résultats, oui? Non, ce que je veux dire, c'est que c'est sûr et certain que, pour parler de 3%, si on prend Meretz, Kahol Lavan, Avoda, c'est 21, plus Yesh Atid, ça fait déjà 38, plus Sa'a, on a au moins 47, 44, 45 députés prochains qui sont dans cette vision-là de la démocratie libérale, qui vont défendre la Cour suprême. Peut-être ils vont être minoritaires, mais c'est au moins 45, sans compter ceux qui ont les mêmes valeurs au sein de Likoud. Le Likoud aussi, c'est le parti de Menachem Begin, qui était l'un des grands défenseurs de cette dimension libérale de la démocratie israélienne. Donc, il y en a encore quelques-uns. Donc, je pense qu'il y a une grande minorité en Israël pour lesquels Israël reste et devrait rester en démocratie libérale dans l'acceptation que ce terme a en Europe ou ailleurs en Occident. Sami Cohen, est-ce que vous avez envie de réagir à présent à la réponse de Guy Michaeli? Oui, en quelques mots. D'abord, je voudrais préciser une chose que je n'ai pas faite, c'est qu'Israël, si j'ai dit qu'elle n'est pas une démocratie libérale à l'occidental, pour plusieurs raisons, notamment le fait que on est dans une situation où la majorité juive a davantage de droits politiques que la minorité arabe. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas acceptable dans une démocratie libérale. Comment ça? Quels sont les exemples que vous avez? Parce que tout le monde est représenté, par exemple, sur la scène politique israélienne. Oui, il y a une représentation. Cela étant, toutes les ressources politiques ne sont pas à la disposition de la minorité arabe. Par exemple, il est très clair, les Israéliens, dans leur juifs, dans leur quasi-totalité, ne souhaitent pas que les affaires essentielles de l'État, que les questions de sécurité, de défense, de la souveraineté israélienne soient confiées à des ministres ou des députés arabes. Eux, ils sont exclus de ce jeu politique. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas éligibles, ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas en mesure de constituer des partis politiques et d'influencer le jeu politique. C'est pas ça. C'est qu'ils n'ont pas droit à toutes les ressources politiques égales à celles que détiennent les Juifs. Cela étant, c'est pas non plus une démocratie illibérale. C'est pas totalement la Hongrie, bien qu'il y ait des points communs avec la Hongrie, mais c'est pas totalement ni la Hongrie ni la Pologne. Moi, je suis partisan de qualifier l'État d'Israël de démocratie semi-libérale, c'est-à-dire une démocratie, en fait, qui, en fonction des majorités, balance entre le pôle libéral à l'occidental et le pôle illibéral. Aujourd'hui, il faut dire, pendant longtemps, pendant les années 80-90, la société israélienne, civile et politique, a plutôt bougé vers le pôle libéral. Aujourd'hui, c'est un peu différent. La société israélienne et surtout la société politique a bougé en faveur du pôle illibéral. Un point concernant le calcul qu'a fait notre ami. Inclure Sahar dans le groupe de ceux qui défendent le système judiciaire et la démocratie, non, je crois que c'est une erreur. Sahar est totalement intransigeant. Aujourd'hui, tous les partis politiques de droite sont sur ce consensus, c'est qu'il faut rééquilibrer les rapports entre le pouvoir judiciaire et les deux autres pouvoirs, l'exécutif et le législatif. Là-dessus, il y a pratiquement aucune différence entre eux. Mais Lapid, lui-même non plus, n'est pas très clair. D'un côté, il dit que il est pour la défense du système judiciaire, mais d'un autre, il a attaqué clairement les ONG qui osent critiquer
les violations des droits de l'homme. Moi, je ne suis pas ni pour ni contre leur rapport. Je dis simplement que si on veut protéger la liberté d'expression, on ne peut pas dire que ces ONG n'ont pas le droit de critiquer Israël. Une démocratie se juge à l'aune des épreuves, elle se juge à l'aune des critiques qu'elle est capable de recevoir. Merci beaucoup, Samy Cohen, pour ce point d'analyse. Samy Cohen, je le rappelle, vous êtes politologue spécialiste des questions de politique étrangère et internationale et vous publiez notamment Israël, une démocratie fragile. Merci beaucoup. Tout de suite, on va rejoindre les studios Qualita dans quelques instants. Mais avant, j'aimerais avoir quand même une réaction de Gil Michaeli. Gil Michaeli qui est toujours avec nous en studio, directeur de la publication de Causeur historien. Est-ce que vous souhaitiez répondre tout d'abord à Samy Cohen, ce qu'a dit Samy Cohen à l'instant ? Non, je pense que le débat était clair. Je maintiens qu'Israël appartient à la famille de démocratie libérale. Quelle note on mérite? Est-ce que c'est 8 sur 20, ou 12, ou 7, ou 15? Je ne sais pas. Et je note aussi que dans beaucoup d'autres démocraties, y compris les États-Unis, les choses évoluent dans un sens et dans un autre. Donc on est là encore en société occidentale qui subit les mêmes influences économiques et sociales et qui exprime ces tendances de la même façon. Et Samy Cohen disait que les Arabes n'étaient pas représentés à leur juste valeur sur la scène politique israélienne. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Alors, quand même ce que je peux dire, c'est que en Israël, les Arabes sont citoyens, mais ne sont pas membres de la nation. Donc, ils n'ont pas des droits collectifs. C'est incompréhensible pour un Français. En France, être Français, citoyen, c'est la même chose. En Israël, c'est la même chose. Il y a deux nations. Une nation qui a gagné la guerre de 48 et qui a les droits collectifs, et la nation battue, dont les membres ont uniquement des droits individuels civiques. Et c'est ça, cette chose qui est difficile parfois à expliquer aux autres. Et le fait qu'un député arabe ne peut pas être ministre de la Défense, c'est nulle part dans la loi, c'est juste une coutume que tout le monde comprend. Merci Gil Michaeli, vous restez avec nous. Nous aurons les studios Qualita dans quelques instants, peut-être tout à l'heure pour les dernières estimations. En tout cas, je crois que la dernière estimation, Gil, c'est 61% environ de participation ce soir pour l'instant, hein, selon les dernières estimations de la des C'est chaînes. l'estimation des 20 heures. On ne sait pas quel est le taux définitif. Après la fermeture des urnes à 22 heures, donc il y a 1 heure. D'accord, on va attendre encore un petit peu. Et on rejoint, en tout cas... Qualita est avec nous. Les estimations précises, on écoute. Alors, visiblement, Cathy... Alors, nous sommes avec Ilana et Feriance sur Radio J. Oui, Olivier. Ilana, nous allons refaire peut-être avec vous, pour vous, en tout cas, un petit point de la situation, un petit point des dernières estimations des télévisions israéliennes. Et selon ce dernier point, il y aurait une légère baisse pour le Likoud qui passerait donc à 32 mandats, toujours 16 pour Yesh Atid, Kachol Lavan toujours à 8 mandats, Shas, Israël Beitenu, la liste commune arabe 8 mandats, 7 mandats toujours aussi pour Yemina, 7 mandats pour le parti orthodoxe Yahadut HaTorah. Le parti travailliste reste et le parti Meretz restent eux aussi à 7 mandats, et puis une augmentation d'un mandat pour la Tzionut Hadatit qui donc progresse encore plus, et ce Tikva Hadasha qui reste lui aussi 5 mandats, en tout cas selon le sondage publié il y a quelques minutes par la 13e chaîne, ce qui veut dire qu'en termes de bloc, le Likoud perd un mandat, mais c'est à Tzionut Hadatit qui en gagne un. C'est-à-dire que ça change pas grand-chose, en fait. Non, ça change pas grand-chose. On est toujours dans les mêmes eaux, hein. Et donc voilà. Donc il est clair, comme on l'a dit tout à l'heure, les premiers coups de téléphone vont aller vers les partis qui vont pouvoir compléter les 61. Encore une fois, Bennett paraît le plus probable par rapport à ça. Il faut pas entre guillemets enterrer ni Gantz ni Sahar. Moi, je pense que pour des légitimités, enfin, s'ils veulent avoir une survie politique, ils vont être obligés de refuser vu qu'il y a une autre option. Mais encore une fois, ça, rien n'est impossible. Et si on arrive à la fin avec un gouvernement, avec un Sahar à la place d'un Bennett, il ne faudra pas non plus s'étonner. C'est extrêmement possible.
Très bien. Donc pour le moment, on parle en tout cas, Ilana, de négociations qui commencent dans les couloirs de la politique israélienne entre les différents partis. On parle particulièrement de négociations avec justement Gideon Sa'ar pour justement essayer de faire revenir, non pas peut-être Gideon Sa'ar, mais peut-être certains membres de ce parti, Atikva Hadasha, dans les rangs du Likoud, ce qui permettrait d'avoir une coalition un peu plus forte pour Benyamin Netanyahou. Merci beaucoup Olivier Granilly, qu'on aura l'occasion de vous retrouver tout au long de cette édition spéciale que vous couvrez aussi avec de nombreux invités, des représentants de partis. Après un an de crise sanitaire, donc les électeurs israéliens affirment que c'est le sort aussi de leur économie qui est leur priorité. D'ici la fin du mois de mars, quasiment toute l'activité économique d'Israël aura repris sous réserve des protocoles sanitaires qui conditionnent l'accès de certains secteurs aux seules personnes vaccinées, qui continueront à limiter les niveaux d'affluence, y compris dans le système scolaire. On l'a vu, on peut considérer qu'Israël a retrouvé quand même ce qu'il y a de plus proche d'une vie normale grâce à sa campagne vaccinale. Mais les Israéliens restent quand même inquiets pour leur avenir économique, et on a vu les difficultés du gouvernement sortant à appliquer des mesures différentielles selon les secteurs de population, qu'il s'agisse du confinement local ou de la définition aussi des activités essentielles. Si les formules de relance existent, bien sûr, ce sont donc certainement aux politiques de prendre des décisions, et ça, on en saura évidemment un peu plus tard. Et pour en parler, en tout cas, nous sommes en ligne ce soir avec l'économiste israélien francophone Jacques Bendelak. Bonjour. Oui, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous pour cette édition spéciale consacrée aux élections israéliennes. Alors, on parle d'économie, c'est aussi un volet très important de ces élections. 53% des Israéliens, selon un sondage d'Israël Hayom, pensent que l'économie doit être la première préoccupation de la prochaine Knesset, suivie à 18% par la Covid-19, à 15% par la fracture sociale. Les questions de sécurité et de politique étrangère, avec 4%, n'arrivent donc qu'en queue de peloton. Mais pourtant, on a l'impression, Jacques Bendelak, et on a eu l'impression durant cette campagne que même avec la crise du Covid, l'économie n'était pas un enjeu électoral. Quel est votre point de vue ce soir? Pourquoi ce décalage entre les attentes du public et les réponses des partis politiques? Oui, parce que vous savez, en Israël, l'économie n'a jamais été un enjeu électoral. Dans aucune élection, l'économie n'a eu une place importante. C'était toujours les problèmes politiques, sécuritaires qui dominaient. Et même cette année, avec la crise du Covid et avec la crise économique, l'économie n'a pas fait beaucoup débat. Et c'est simplement parce que aujourd'hui encore, ce sont d'autres questions qui sont principalement dans la campagne électorale. Alors c'est vrai que l'économie israélienne ne va pas très bien. Il y a beaucoup de chômage. Oui. Vous savez qu'on n'a pas de budget. On n'a pas de budget depuis 2 ans. Le pays fonctionne sans budget depuis 2 ans. Donc ça va être le principal enjeu pour faire redémarrer l'activité économique pour le prochain gouvernement. Et donc oui, il y a beaucoup d'enjeux économiques parce que si on a fini la crise sanitaire, on ne sait pas très bien comment on va redémarrer sans budget. On a beaucoup de chômeurs, on a beaucoup de faillites. C'est vrai que ouais, donc tout ça c'est vrai qu'avant il y aura beaucoup de travail à faire. Oui, beaucoup de travail à faire. Avant la crise sanitaire, c'est vrai, Israël affichait un taux de chômage inférieur à 4%, proche du plein emploi. Aujourd'hui, il dépasse les 18% quand même. Quelle réflexion peut-on faire sur ces chiffres? Comment Israël va sortir la tête de l'eau? Alors justement, pour sortir de l'eau, il faut d'abord avoir un budget. Il faut que l'État puisse fonctionner normalement, et qu'aujourd'hui on n'arrive pas à fonctionner normalement. Alors même si l'économie en général va bien, la crise elle a été très centrée sur des secteurs très particuliers. On les connaît, le tourisme, le commerce, la culture, et c'est dans ces secteurs-là qu'on retrouve les 20% de chômeurs. Il y a 500 000 chômeurs aujourd'hui, et ces chômeurs, ce qui est préoccupant, c'est qu'ils ne sont pas sûrs de pouvoir retrouver un travail à la fin de la crise sanitaire. Et pour cela, il va falloir que l'État intervienne, que l'État injecte de l'argent, investisse, crée des emplois. Et tout ça, ça va demander un gouvernement stable qu'on n'a pas depuis quelques années, et ça va demander qu'il y ait un budget avec un plan de relance, comme vous en avez en France, comme il y en a en Amérique, et qu'ici nous n'avons pas. Donc l'économie va revenir très vite dans la priorité du gouvernement qui va se mettre en place.
parce qu'on a 500 000 chômeurs, on a 1 million de pauvres, on a des milliers de faillites de la suite du Covid, et tout ça ne va pas se résoudre tout seul. Hein. Donc, il faudra vraiment que le gouvernement soit beaucoup plus intervenant pour essayer de résoudre tout ça. Alors justement, Jacques Bendellac, aujourd'hui, de quoi a besoin Israël concrètement sur le plan économique? Plus de protection sociale? L'État doit intervenir, par exemple, dans le domaine sanitaire, l'État doit intervenir, et de quelle manière, si oui? Oui, alors on s'est rendu compte avec le Covid que on avait trop coupé. Vous savez, on a réduit la protection sociale au début des années 2000 lorsqu'on a mis en place le processus de libéralisme, et qu'il va falloir aujourd'hui remettre en place une protection sociale beaucoup plus solide. Par exemple, pour vous donner un seul exemple, on s'est rendu compte que les allocations de chômage, elles sont réduites à 6 mois en Israël. Et que 6 mois, c'est pas suffisant pour faire face à une crise longue comme on l'a eu récemment. Hein. Donc il va falloir renforcer la protection sociale, il va falloir renforcer la santé, parce que l'État dépense très peu en santé. Hein. Vous savez, on a en Israël le nombre de lits par habitant est très faible. Hein. On a très peu investi dans la santé. Donc ce sont des secteurs, protection sociale, santé, infrastructure, télécommunications, dans lesquels l'État va devoir simplement investir de l'argent. Hein. Ce sont des investissements, si vous voulez, à long terme, qui sont rentables en termes d'emploi. Merci beaucoup Jacques Bendellac pour ce point d'information économique, aussi un enjeu un petit peu oublié de la campagne électorale en Israël. Jacques Bendellac, économiste israélien, qu'on aura l'occasion de retrouver très prochainement sur Radio J. Gil Michaeli, vous êtes toujours avec nous, historien, directeur de la publication de Causeur. Alors on l'entendait, voilà les problèmes économiques de l'État d'Israël, 500 000 chômeurs quand même en Israël depuis la crise sanitaire. Qu'est-ce que ça vous inspire ces chiffres aujourd'hui? Bon. Il y a un problème conjoncturel, comme en France, comme ailleurs, de pans entiers de l'économie sont paralysés. Notre précédent interlocuteur a nommé le tourisme. Certains commerces, donc Israël ne fait pas exception, et même si on commence à retrouver une vie normale, aussi longtemps que le tourisme mondial, les compagnies aériennes ne retrouvent pas leur forme d'il y a un an, donc de début 2020, il y a très, très faible espoir que le tourisme intérieur en Israël puisse combler ce qu'on nous manquons en termes de tourisme qui vient de l'extérieur, et c'est vrai aussi pour certains commerces, etc. Mais l'économie israélienne a aussi un problème structurel plus important, qui ressemble un petit peu au problème des pays pétroliers. Grâce à l'high-tech, qui est très puissant en Israël, il y a un afflux de dollars. Et tous ceux qui nous écoutent savent à quel point l'euro est faible, à quel point Israël est devenu cher. Oui. C'est-à-dire que tous les secteurs, presque tous les secteurs qui ne sont pas de l'high-tech, et donc qui ne peuvent pas vendre leurs produits par l'innovation et presque à tout prix, ce qu'on appelle l'industrie traditionnelle, etc., sont en quelque sorte pénalisés par le shekel très fort, qui est le signe d'un secteur très très fort. Donc, il faut faire ce grand écart entre une jambe extrêmement musclée, qui est le secteur de la technologie, et c'est pas uniquement ça, évidemment, c'est pas uniquement des startups, c'est aussi des sociétés plus mûres, c'est aussi les cabinets d'avocats, c'est aussi les fusions-acquisitions, c'est aussi les cabinets comptables, c'est aussi les traiteurs, c'est-à-dire autour de cela, j'ai lu quelque part la semaine dernière qu'en Israël, il y a 157 000 millionnaires, c'est-à-dire 157 personnes qui ont 3 millions de dollars à dépenser sans dette, après avoir éliminé leurs dettes et sans compter leur résidence. Et donc, c'est un nombre très important, et j'ai pari qu'en très grande partie, c'est l'high-tech, en autre partie, c'est l'immobilier, parce que ces gens-là ont beaucoup d'argent, donc les prix des appartements explosent, les prix des terrains explosent, donc on a ces jambes extrêmement musclées. Et de l'autre côté, nous avons l'agriculture, l'agroalimentaire, tous ces secteurs
qu'avec un shekel fort, c'est peut-être plus intéressant d'importer que de produire et d'exporter. Et donc Israël a ces problèmes structurels qu'il faut résoudre, il faut savoir vivre avec ça. Et donc, il faut, ça c'est la question que vous avez posée tout à l'heure, la réponse dans le court terme, c'est de faire enfin ce qu'ils ont promis de faire avec les gaz, c'est-à-dire au lieu de vendre les gaz israéliens ailleurs, produire de l'électricité bon marché et que le prix bas de l'énergie en Israël subventionne. L'high-tech n'a pas besoin de beaucoup d'électricité, mais pour fabriquer de halva ou de la Nutella, il faut de l'électricité, et c'est des secteurs moins concurrentiels. Et donc, eux, s'ils payent moins l'électricité, donc en sorte de stratégie nationale, au lieu de vendre les gaz, vendons les produits avec l'électricité moins chère. Ça, c'est quelque chose qu'on peut faire dans le moyen terme, au court terme, et dans le plus long terme, c'est faire monter les niveaux des compétences de travailleurs, de salariés israéliens. Il y a de forts problèmes au niveau de l'éducation, sciences, l'éducation technique, etc., etc. Il faut avoir plus d'ingénieurs, de meilleures écoles, meilleurs lycées, plus de mathématiques, plus de sciences, mais sans oublier l'histoire, etc., etc. Donc, je pense que c'est pour muscler l'autre jambe, c'est ça qu'il faut faire. Gil Michaeli, vous restez avec nous. On a donc abordé les enjeux économiques de ces élections israéliennes. On a parlé de la crise sanitaire, on a parlé des questions de démocratie. Mais qu'en est-il sur le plan international? Si l'Iran, les Palestiniens, la normalisation israélo-sunnite ou l'avenir des relations avec les États-Unis sont aujourd'hui au cœur des enjeux diplomatiques, pourtant, ils ne sont pas vraiment entrés dans cette campagne électorale. Et pour en parler justement, notre invité ce soir est le porte-parole de l'agence juive en Israël, Yigal Palmor. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce soir pour cette édition spéciale consacrée aux élections israéliennes. Aujourd'hui, comment aborde-t-on, une première question un petit peu globale, comment aborde-t-on ces élections dans le pays? Eh bien, tout le monde, évidemment, essaye de comprendre si nous avançons vers un gouvernement stable ou si nous avançons vers des 5e élections d'ici septembre, octobre, novembre. La stabilité après 4 élections en 2 ans, et les sondages ne semblent pas rassurés dans ce sens, puisqu'ils nous donnent un ex-aequo avec un léger avantage au bloc qui soutient Netanyahou. D'après les sondages, Netanyahou aurait une infime majorité de 61 députés. C'est suffisant pour avoir la confiance du Parlement et créer une coalition de majorité et un gouvernement, mais ce n'est pas suffisant pour adopter des mesures, pour faire adopter un budget, pour adopter une politique qui aurait besoin du soutien du gouvernement, puisque ce gouvernement dépendrait de l'unique député qui pourrait à chaque fois faire basculer les votes. Donc la stabilité n'est pas encore à l'horizon. En tout cas, c'est vrai, ces élections ne se sont pas tellement dirigées vers les succès internationaux d'Israël, pas vraiment. Cela a surtout concerné la gestion de la crise sanitaire. Pourtant, la normalisation avec quatre États sunnites ces derniers mois aurait pu indiscutablement laisser une marque durable dans le public israélien. Ça aurait pu être un point essentiel de cette campagne électorale. C'était un point, mais il n'avait pas paru intéresser outre mesure l'électorat, qui est beaucoup plus intéressé par des questions économiques, évidemment d'abord par la crise sanitaire, mais après des questions économiques sur la reprise de l'emploi, la reprise du travail, les salaires, etc., etc. Donc les succès internationaux, avec toutefois des bémols sérieux même, comme les voyages ratés de Netanyahou aux Émirats et la crise qui a suivi avec la Jordanie. Donc toutes ces histoires internationales, évidemment, on fait quelques titres dans les journaux, mais je ne peux pas dire que l'opinion n'attendait que ça. L'opinion s'est penchée surtout sur des questions de politique interne, d'économie,
et de Covid, de crise sanitaire. Les variants qui arrivent, qu'en sera-t-il lorsque les doses de vaccins seront terminées? Est-ce qu'il faudra se faire revacciner l'année prochaine, etc., etc. Alors justement, ça c'est très intéressant aussi. Donc par rapport à la crise sanitaire, la crise qui a conduit aussi à certaines mesures de restriction des libertés, le passeport sanitaire par exemple, c'est quelque chose qui peut effrayer. Qu'en est-il exactement aujourd'hui en Israël? Eh bien, le passeport sanitaire n'effraie pas vraiment les Israéliens. Au contraire, ils y voient une clé pour retourner à une normalité que tout le monde attend depuis longtemps, et même une clé pour partir à l'étranger, en voyage. On a appris ces derniers jours que la Grèce et la Chypre accepteraient le passeport vert israélien pour admettre des touristes. On espère que d'autres pays en fassent de même. Et en tout cas, le passeport vert en Israël, c'est la clé pour entrer dans un théâtre, dans un cinéma, parfois dans un restaurant, dans un café. Pourtant, Tout le monde accepte cette situation. C'est normal, c'est tout à fait normal, puisqu'il s'agit de veiller sur la santé publique. Donc, c'est la solidarité qui s'exprime par ce passeport. Et pourtant, c'est vrai que c'est quelque chose qui effraie énormément la France et les Français. Hein. Oui, c'est pour ça que j'insiste sur ce point-là. En Israël, cela n'effraie personne. Bien sûr, il y a toujours des protestataires. Tout le monde n'est pas toujours d'accord sur tout, mais globalement, on peut affirmer qu'il y a un très large consensus israélien autour de ce passeport en tant qu'instrument utile pour revenir à la normalité, à la vie de tous les jours que nous avons tous connue avant le Covid. Merci beaucoup, Yigal Palmor, porte-parole de l'agence juive en Israël, qu'on retrouvera très bientôt. Merci beaucoup. Gil Michaeli, vous êtes toujours avec nous en studio. Vous souhaitiez réagir à ce que vient de dire Yigal Palmor? Je voulais juste dire qu'il y a une différence entre un passeport vert dans un pays où on peut se vacciner si on veut, et donc ceux qui n'ont pas le passeport, ce sont des gens qui ont globalement n'ont pas souhaité se faire vacciner, et en France où on est très très loin de cette situation. Donc je pense que ce qui va être mal accepté en France, c'est que des gens puissent vivre normalement parce que c'était leur tour, et ceux dont le tour de se faire vacciner n'est pas encore arrivé ne pourront rien faire. Et c'est pas parce que c'est un choix de leur part. C'est ça le... Ça, c'est très intéressant. Merci beaucoup, Gil Michaeli, pour ce point d'analyse. Restez avec nous. Meir Benayoun dans un instant sur cette antenne. Meir Benayoun, merci d'être avec nous en direct sur Radio J. Bonsoir. Bonsoir, Ilana. Je vais tranquille avec vous à l'instant parce qu'on a gagné 7 sièges. Élections. Alors, si vous me permettez, il faut préciser aux auditeurs israéliens. Meir Benayoun, vous êtes activiste israélien, on vous retrouve sur vos réseaux sociaux pour vos analyses toujours très tranchées mais très intéressantes. Vous êtes du parti Otzma Yehoudi, vous êtes associé pour ces élections dans la liste commune Hatzniout Adatit. C'est un petit parti, on a vu l'émergence de ces petits partis en Israël pour ces élections. Donc vous nous l'expliquez, vous avez gagné ce soir des places et c'est une victoire pour vous? c'est une victoire inespérée. 7 sièges, on a autant de sièges que les prétendus, que ceux qui se voyaient déjà en haut de l'affiche, comme disait Charles Aznavour, ceux qui se prétendaient déjà Premier ministre. Et ça n'a été que de la gonflette. Alors, si vous permettez, je vais tranquille avec les auditeurs de Radio J. Baruch Ata Adonai Eloheinu melech haolam, she'akol niya bidbaro. Meir Benayoun. À votre santé. Merci Meir. Quelles sont vos principales attentes ce soir sur la scène politique israélienne? D'abord, la principale attitude, c'est d'être, comme nous sommes une démocratie, pas une démocratie fragile, comme l'a dit de façon, j'allais dire éhontée, Monsieur Sami Cohen. Nous sommes une vraie démocratie. Et la démocratie, c'est le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple, tel que le disait le président, tel que l'a dit, selon la fameuse formule du président des États-Unis, Abraham Lincoln. Aujourd'hui, c'est la fête de la démocratie, une vraie démocratie, une démocratie pleine de vie, où les gens se sont exprimés. Et aujourd'hui, des gens, des petits partis, c'est-à-dire des gens qu'on a essayé de faire passer pour des marginaux, pour des gens qui ne comptaient pas, ont obtenu autant de voix que des grands partis comme le Parti travailliste qui a créé l'État d'Israël,
autant de voix que des partis dont les dirigeants se voyaient déjà Premier ministre, ça veut dire que le peuple d'Israël est un peuple qui sait exprimer sa voix, comme toujours d'ailleurs. Ces petits partis dont on parle ne se retrouvent pas en fait dans les grands partis actuellement, le Likoud, Yamina, etc. Pour quelles raisons selon vous? Qu'est-ce que vous reprochez par exemple à Benyamin Netanyahou? D'abord, je vous corrige un écueil. Yamina n'est pas un grand parti et Yamina a obtenu autant de voix que Atzionut Hadatit, que le parti dont je suis membre. Parti plus populaire, on va dire. Que je représente. Non, Yamina n'est pas non plus un parti plus populaire. Yamina est un parti qui s'est beaucoup agité, qui a fait beaucoup de gonflettes, comme on dit, excusez-moi, passez-moi le terme, et qui finalement se révèle ne pas avoir beaucoup de soutien dans le peuple. Je rappelle qu'au premier tour des élections, en avril 2019, le parti de Bennett, qui s'appelait à l'époque Yamina Hadash, n'avait pas passé le seuil d'éligibilité. Que reprochez-vous aujourd'hui au Premier ministre israélien, à Benyamin Netanyahou, à tous les dirigeants populaires, en tout cas, qu'on voit le plus dans les médias israéliens? Qu'est-ce que vous leur reprochez? Je reproche rien au Premier ministre. Nous avons des lignes communes, des points de désaccord au niveau politique. Mais le Premier ministre israélien est certainement la personnalité la plus plébiscitée dans le pays d'Israël aujourd'hui, et il est tout à fait naturel qu'il représente non seulement la droite, mais la majorité juive du pays. Et nous ne pouvons pas prétendre participer à un gouvernement, à une coalition de droite, si nous nous désolidarisons du plus grand parti de droite en Israël, le Likoud. Et le Likoud est effectivement un vrai parti populaire, ça c'est indéniable. Que souhaitez-vous pour conclure, Meir Benayoun, pour l'État d'Israël aujourd'hui avec cette victoire, comme vous dites, de votre parti? C'est très simple, le retour du sionisme et que le sionisme ne soit pas atteint, ne soit pas comment dirais-je, diminué, effondré par des positions pseudo-libérales, pseudo-démocratiques, telles que l'a expliqué tout à l'heure votre intervenant, Monsieur Sami Cohen. Je veux dire, on peut pas, au travers de prétentions de démocratie libérale, laminer le fond de ce pays, qui est un fond sioniste. Nous, ce qu'on veut revenir, c'est au fond sioniste, c'est-à-dire le fond sionisme, c'est grosso modo deux choses. Je parle du sionisme, du zérem, comment dirais-je, du mainstream du sionisme. C'est la libération d'Eretz Israël et la libération du peuple juif. Eretz Israël, la terre d'Israël est au peuple juif. C'est Herzl. C'est même pas la droite ni la gauche, c'est le centre même du sionisme, et c'est à cela que nous voulons revenir. Nous ne sommes pas, c'est un pays exclusivement juif, dans lequel bien entendu les minorités ont tous les droits et on doit leur accorder la dignité humaine, mais en aucun cas Israël ne peut être un pays binational ou multinational. Et c'est à cela que nous voulons revenir. Ça a été entamé depuis les accords d'Oslo. Il y a énormément de confusion. On parle le mot démocratie étant devenu un terme au travers duquel même on fait la promotion de la dictature des minorités. La majorité de ce pays est juive. La démocratie, c'est que ce pays reste juif, reste un pays sioniste. Et pour ça, Baruch Hashem, aujourd'hui, la majorité juive du pays a dit ce qu'elle avait à dire, en dépit du fait que tous les médias sont contre, ont complètement laminé les fondements même de l'État, les grands médias du pays, les élites du pays, le pouvoir judiciaire qui lamine, le pouvoir judiciaire qui essaye d'entamer le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif, ce qui est un déni de démocratie flagrant comme il n'y a même pas en France, ni en Europe, ni dans aucun pays du monde. Et nous voulons retourner à cette véritable démocratie où les aspirations du peuple juif seront exprimées. Merci beaucoup, Meir Benayoun, activiste israélien. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On vous retrouve peut-être très bientôt sur Radio J. Vous restez avec nous dans un instant. La réaction de Gil Michaeli sur Radio J. Il est 22h30, heure française. Nous sommes le mardi 23 mars 2021. Ilana Ferrat durant micro, édition spéciale consacrée aux élections israéliennes. Et nous
allons repartir dans quelques instants pour Jérusalem, faire un point sur les dernières estimations pour cette 24e Knesset. Et oui, ça y est, 4e scrutin ce soir et déjà 61% de participation à 20h. On va encore attendre certainement plusieurs heures, voire peut-être demain et peut-être même dans quelques jours pour avoir les résultats définitifs. On est toujours en studio en compagnie du directeur de la publication de Causeur historien, Gil Michaeli. Merci d'être avec nous. On vient de l'entendre, donc Meir Ben Ayoun, activiste israélien du parti Otzma Yehudi, affilié à une autre liste. Voilà. Qu'est-ce que vous pensez de ces déclarations? C'est vrai que, voilà, on l'a vu, un nombre de sièges assez conséquent pour ce parti qui était pas très populaire il y a encore quelques mois. Populaire entre guillemets. Il y avait tellement d'élections, il y avait le parti d'Eli Ishai. Bon, on va mettre un peu de l'ordre. D'abord, 12 choses qu'il a dites et que je pense qu'il méritent d'être nuancées. D'abord, c'est positionné comme la victime de grands médias en Israël. Donc les grands médias en Israël, c'est parce que ça a été il y a 40 ans. Je ne pense pas qu'ils étaient ils étaient les victimes de Makor Rishon. Je ne pense pas qu'ils étaient les victimes d'Israël Hayom. Je ne pense pas qu'ils étaient la victime d'un certain nombre de chaînes radio. Je ne pense pas que sur les réseaux sociaux, etc. Je ne pense pas non plus que Galei Tzahal aujourd'hui, c'est ce que ça a été il y a 30 ans. Donc il y a, contrairement à la France, en Israël, il y a un très grand nombre de médias de droite. Ce qui n'empêche pas certains de toujours de dire que les médias sont contre nous. Ils se victimisent souvent. Exactement. Donc ça, je comprends que c'est bien, c'est chaud, c'est sympa, mais c'est au moins 10-15 ans que c'est plus le cas. Ouais. Il suffit d'écouter Berdugo sur Galei Tzahal pour comprendre comment les choses ont changé. La deuxième chose, c'est sur la question de sionisme et d'État binational. La gauche mainstream en Israël, donc Rabin, etc., Rabin, Peres, peu importe ce qu'on pense de ce qu'ils ont fait et des résultats de ce qu'ils ont fait, c'est pas ça le débat, ils l'ont fait pour empêcher un État binational. Ouais. Et leur argument c'est que c'est les gens que présente Otzma Tzionit qui vont nous obliger à se confronter à cette réalité. Que si on ne trouve pas une solution politique pour les Palestiniens, on va se retrouver dans le même État avec eux. Et comme il a dit, Israël est un État démocratique, les Juifs sont majoritaires. Mais qu'est-ce qu'on fait s'ils sont en petite majorité, voire en grande minorité? Est-ce que ce monsieur va rester démocratique à ce moment-là? Je doute. Et donc, je pense que à peu près 80% de l'électorat israélien vote, quand il vote sur ces questions-là, c'est pour empêcher un État binational. Après, il y a un débat, quelle est la meilleure façon de le faire? On peut dire que Benjamin Netanyahou aussi soutient l'idéologie sioniste religieuse. On a vu aussi le gouvernement soutenir souvent à demi-mot les dirigeants des implantations, par exemple les jeunes des collines. Oui, mais je pense que Netanyahou est beaucoup moins idéologique qu'on le croit. Je pense que Netanyahou souhaite arriver à la négociation finale avec le plus de billets possible. Quand il fallait, il a fait l'accord de White Plantation pendant son premier mandat en 96-99. C'est lui qui a fait les discours de Bar-Ilan sur la solution de 12 États. On a parlé de ça, c'est lui qui a parlé de l'annexion de la Judée-Samarie l'année dernière au mois de mai et juin, pour depuis ne plus en parler. Donc, il est très pragmatique et ce n'est pas péjoratif. Il est très pragmatique. Et j'ai lu cette semaine un reportage sur une visite de Netanyahou dans une colonie récemment, où les gens ont parlé avec les journalistes après son départ, et dit oui, il met tout sur les dos des Gantz, mais il est au pouvoir 10 ans, pourquoi c'est pas encore fait? Et donc les gens ne sont pas dupes. Netanyahou va avoir maintenant un problème parce que les signaux de Washington, peut-être on aura l'occasion de parler de défis géopolitiques. Donc, ça ne va pas être aussi facile avec Biden et compagnie qu'avec Trump. Biden n'est pas un ennemi d'Israël,
mais c'est pas Trump. Et Israël, sous la direction de Benjamin Netanyahu, a misé complètement sur les républicains. Israël est intervenu dans la politique intérieure aux États-Unis pour soutenir les républicains. Et donc, on s'est aliéné un petit peu les démocrates. Pendant longtemps, le soutien à Israël n'était pas en affaire de parti aux États-Unis. Maintenant, c'est une question des droites et des républicains et des évangélistes. Ouais. C'était peut-être une bonne stratégie, je ne sais pas. Peut-être il n'y avait pas d'alternative, mais c'est ainsi. Et aujourd'hui, on se retrouve face à une administration démocrate où beaucoup de gens pensent que Netanyahou est un républicain, est un allié des républicains, donc un ennemi politique, pas juste un chef d'État étranger ami, mais un ennemi politique. Face à ce qui va se passer, la grande négociation avec l'Iran, on risque de se retrouver dans une situation compliquée. Ça ne veut pas dire qu'Israël est faible, ça ne veut pas dire qu'on est dans la même situation qu'on était en 49, en 79, loin de là. Mais c'est compliqué et une partie des avantages de Netanyahou, qui est un homme d'État, était perdue le 20 janvier dernier. Gil Michaeli, vous restez avec nous, édition spéciale consacrée aux élections israéliennes. Et on rejoint notre prochain invité. Il est déjà en ligne, je crois, le sociologue et philosophe Shmuel Trigano. Bonjour Shmuel. Bonsoir. Bonsoir. Faudrait que je m'habitue à dire bonsoir et plus bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors c'est vrai, on parle de ces élections israéliennes. Vous les avez suivies certainement à ces résultats. On est à 60-61% de participation. Oui. Quel est votre premier sentiment suite à ces résultats ? Les résultats sont très serrés. Déjà, il faut être prudent justement sur les résultats à la fin du comptage des voix. Et comme ça se joue à un siège ou 2 sièges, il faut être prudent malgré tout. Alors, mis à part ça, l'élection de Netanyahou est, je crois, quelque chose d'assez étonnant qui s'est produit, parce qu'en fait, au terme de plusieurs rééditions des élections, une partie importante de l'électorat a toujours confiance en lui. Oui. Et donc, le choix qui a été fait est aussi un désaveu à la campagne qui est menée contre lui, qui est vraiment quelque chose d'excessif, d'abusif, d'incroyable. Je suis tous les soirs les informations des télévisions et je dois dire que ça m'a rappelé d'ailleurs la chasse aux sorcières contre Sarkozy. C'était la même situation. Et donc, c'est quand même, il y a un noyau de l'électorat qui est important et qui soutient Netanyahou. Alors en fait, par rapport à ce qui vient d'être dit par Monsieur Michaeli, il n'a jamais été question de tout ça durant la campagne. C'était une campagne d'une pauvreté idéologique catastrophique. C'était être pour Bibi ou contre Bibi. Ça, oui. Et donc, il n'a jamais été question des grands sujets, des grandes questions, ce qui est assez incroyable, parce que en plus, si vous voulez, je crois que l'électorat israélien qui a voté pour Netanyahou, il a pris acte d'un ensemble de faits. D'abord, l'extraordinaire réussite de la campagne de vaccination. Depuis quelques jours, toutes les cafés sont ouverts, les plages sont pleines. J'espère que c'est définitif. Mais néanmoins, c'est un succès considérable, objectif. Par ailleurs, il y a eu tous ces accords de paix, etc. Donc en fait, l'économie israélienne ne s'est pas effondrée malgré les 500 000 chômeurs. Elle est au contraire internationalement bien cotée, etc. Donc sur ce plan-là, sur le plan concret, il y a des choses qui militent pour Netanyahou, mais évidemment, il y a toutes sortes de problèmes qui se posent, qui ne sont pas traités, Je crois que la partie de l'électorat qui a voté pour Netanyahou, en fait, s'est rendu compte que, comme on dit dans un vieux proverbe français, on ne change pas de monture au milieu d'un gué.
Et donc, des rendez-vous internationaux extrêmement graves vont avoir lieu. Le paysage géopolitique change autour d'Israël de façon considérable, peut-être parfois à son avantage. Et donc, il va y avoir de nombreux défis. Or, sur ce plan-là, c'est un fait, Netanyahou a une envergure internationale. C'est un leader d'un poids considérable sur le plan international. Dans la galerie des candidats à la succession, je n'en vois pas beaucoup qui puissent Aujourd'hui, pour vous, Shmuel, un Yair Lapid, un Gideon Sa'ar, un Naftali Bennett ne font pas le poids face à Benjamin Netanyahou? Il me semble que non. Il me semble que non. C'est objectif, c'est politique, c'est brutal, mais c'est la réalité. C'est la réalité, tant sur le plan du cercle des leaders internationaux que sur le plan d'une personnalité dure qui ne lâche pas ce qu'elle recherche à obtenir. Je ne vois pas, ils n'ont pas eu cette expérience. Et donc, si vous voulez, il y a quand même une dimension de réalisme ici, peut-être pas nécessairement éthique ou morale, etc., mais qui joue aussi son rôle dans des situations de tension. Je pense que Netanyahou a prouvé qu'il pouvait ménager une sortie. Mais Benjamin Netanyahou doit aussi répondre de ses actes, entre guillemets. Il est accusé quand même dans 4 affaires différentes, des affaires de corruption. Ça, on ne peut pas l'occulter sur la scène politique israélienne. On ne peut pas l'occulter. D'abord, il faut voir ce qu'il en est, parce que entre ce qui est dit dans les médias et ce qui se fait dans la réalité, il y a un hiatus considérable. Moi, je suis ça, je le vois tous les soirs. Il y a même des journalistes spécialisés comme procurateurs qui chaque semaine font leur couplet sur cette chose-là. Les procès semblent devoir avoir lieu. Ils auront lieu sans doute. Pour l'instant, on n'en sait rien. Si vous voulez, il y a là aussi le même problème que pour Sarkozy. Il y a le secret d'instruction. Or, ce secret d'instruction a été totalement violé par la scène médiatique israélienne, par les hommes politiques, etc. Il y a quelque chose qui tourne pas rond là. Il y a un problème à ce niveau-là. Et c'est pas une question. Alors évidemment, nous sommes dans une époque où tout le monde est un grand moraliste. Mais bon, ça ne séduit personne. Et donc, si vous voulez, il y a ici un problème de fait. Qui est un dérapage. Il y a eu un dérapage à ce niveau-là. Alors qu'il y ait des procès qui se tiennent, etc. Mais pour l'instant, on n'en sait pas vraiment exactement. Je ne sais que ce que les journalistes me disent. Et donc, c'est le problème. C'est un problème à ce niveau-là. Gil Michaeli, est-ce que vous souhaitez réagir à ce que vient de dire Shmuel Trigano, notamment par rapport à la stature de Benjamin Netanyahou? Je commence par la fin. C'est-à-dire, ce que disent les médias, à la limite, on s'en fout. Le problème de Netanyahou est avec la police, avec les procureurs de la République, avec les tribunaux. Et comme disait celui qui était très proche de lui, Elkin, qui l'a quitté en décembre, depuis 2 ans, Netanyahou manœuvre pour échapper à ses rendez-vous avec les tribunaux. Donc, même si on oublie complètement ce qu'il dit dans la presse, et je suis d'accord avec Shmuel que tout n'est pas vrai, etc. Pour moi, c'est un fait incontestable que si on est dans Zev Elkin était le dernier à le confirmer, parce que c'était son boulot pendant 1 an et demi, Netanyahou nous pousse d'une campagne électorale à l'autre uniquement pour ne pas répondre devant les juges de ce qu'on lui rapproche, et qui peut-être est faux, mais c'est comme ça. La police a décidé qu'il y a quelque chose, le procureur de la République a décidé que la police a raison, ils ont traîné ça sur plusieurs années, donc il a eu un prix d'amis avec le procureur de la République, il a un prix d'amis à la police. Pour les restes, je ne pense pas que ça a beaucoup dérangé Netanyahou quand c'était Olmert qu'il fallait abattre, que le secret de l'instruction a été trahi. Et pour ce qui concerne l'expérience internationale de Netanyahou,
En 1996, Netanyahou était un ancien ambassadeur aux Nations Unies face à Shimon Peres. Il a gagné et Netanyahou n'a pas dit à l'époque « je ne me présente pas parce qu'Israël est dans un passage géopolitique très compliqué. Ouais. Devant moi, il y a Shimon Peres qui était Premier ministre, qui était ministre de la Défense, qui était ministre des Affaires étrangères, et moi j'étais uniquement ambassadeur. » Donc c'est toujours des arguments qui font sens, mais le problème c'est que Netanyahou les a utilisés à l'envers contre ses adversaires. Donc ça sent un peu faux. Édition spéciale consacrée aux élections israéliennes. Merci d'être avec nous sur Radio J. Nous sommes ensemble jusqu'à 23h, un an donc après les dernières élections législatives. Pour la 4e fois en 2 ans, les Israéliens retournés aux urnes cette semaine. Aujourd'hui, les Israéliens appelaient donc à voter pour désigner celles et ceux qui les représenteront au Parlement israélien. Et nous sommes en ligne avec le député des Français de l'étranger, vice-président de la Commission des Affaires étrangères, Meir Habib. Bonsoir. Bonsoir de Jérusalem, ma chère Ilana. Bonsoir Meir, ravi de vous retrouver ce soir. On se parle quasiment presque tous les jours à présent. Meir, vous êtes donc en Israël. Comment vivez-vous ces élections ce soir? Écoutez, j'ai eu le privilège, on va dire, d'être avec Benjamin Netanyahou une grande partie de la journée, en tout cas au moment des résultats. Il me semble clair, en tout cas pour tous les observateurs, que quelles que soient les analyses de la presse d'ici ou là, Benjamin Netanyahou a gagné largement ces élections, puisqu'il est entre 32, 31, 33 mandats, et Lapid, le deuxième, est à 17, 18, 19 mandats. Les deux stars de ces élections, Bennett et Gideon Sa'ar, sont aux alentours de 7-8 mandats, peut-être moins. Donc il est clair que Benjamin Netanyahou a gagné ces élections. Après, on veut nous faire croire que même il aurait 61 avec Bennett, peut-être plus, peut-être un peu moins, mais en tout cas moralement, il est clair, quelle que soit ma préférence personnelle que chacun connaît, qu'il a gagné ces élections. Que personne en face ne peut faire une coalition avec les partis arabes, avec Lieberman qui était la grande terreur de toute la presse européenne et française pendant des années, le Meretz, Avoda, Lapid, un parti laïque, un parti religieux, Bennett, etc. Ça voudrait rien dire. Ce serait une sorte de mélange uniquement pour bloquer Netanyahou, qui a réussi parce que, tout simplement, Ilana, on en a parlé, Israël est le premier pays au monde à sortir du corona. On vit tout à fait normalement en Israël et c'est tellement incroyable, alors que chez nous en France, on est en train de plonger dans des confinements sur confinement. Il a amené 4 accords de paix, que le Chéquier se porte bien, enfin voilà quoi. Aujourd'hui, Meir, peut-on s'attendre à une coalition solide en Israël? Si jamais, comme le laissaient en présager les premiers sondages, il y a 61, 62 ou 63, c'est une coalition béton, parce qu'à moyen terme, vous imaginez bien que Gideon Sa'ar, il est parti du Likoud, c'était le numéro 3, 4, 2 du Likoud, mais il y a les 6 membres de cette coalition, il y a Elkin qui était... Enfin, idéologiquement, c'est des gens qui ont voulu le départ de Netanyahou, mais qui sont très proches de l'idéologie de droite. Donc, même Benny Gantz qui dit qu'il ne retournera pas demain, c'est pas impossible qu'il retourne, parce que Netanyahou a gagné, parce que je crois que pour le pays, si plus la coalition est large sur la base du programme qui a été énoncé par la droite israélienne, et ce sera mieux pour le pays. Mais en tout cas, s'il a 61, c'est 61 en béton, a priori, et après les autres suivront, on va dire comme ça. Mais alors que tout le monde le donnait perdant, alors que toutes les élections se sont faites autour de lui, sur sa personne. Regardez, aujourd'hui, on dit pas on met les partis arabes, l'extrême gauche et Lieberman dans le même sac pour dire pour et contre Netanyahou. Ça veut rien dire. Ça vaut, politiquement, ça veut strictement rien dire, si ce n'est on veut changer Netanyahou, qui a réussi et qui a encore été aujourd'hui plébiscité par son peuple. Et comme on est tous des démocrates, moi j'aurais accepté le résultat, évidemment, et nous acceptons tous les résultats quels qu'ils soient, mais là il est clair, en tout cas pour les gens honnêtes, qui regardent le vote des électeurs israéliens, qu'il a largement gagné. Guy Michaeli, est-ce que vous souhaitez réagir à ce que vient de dire Meir Habib? Je suis d'accord avec son analyse si les chiffres ne changent pas. Juste une petite interrogation. Très longtemps, c'était considéré comme presque un acquis, depuis 92 même, qu'une coalition avec le soutien des partis arabes est illégitime. Sauf que patatras, il y a 2 mois, Netanyahou lui-même a contacté l'un des députés arabes, et puis dans 2 mois,
c'était presque clair que si besoin est, il va construire une coalition qui est fondée, qui bénéficie de soutien d'un député arabe. Je ne sais pas s'il va entrer parce que c'est le parti qui n'est pas encore... c'est pas sûr encore s'ils vont entrer ou pas, mais Netanyahou a lui-même, ces dernières semaines, a complètement changé la donne et il a de nouveau légitimé le vote arabe. Et ces députés-là, c'est pas les plus tendres, c'est le mouvance islamiste, ce sont des conservateurs. Donc, vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est compliqué. Jusqu'il y a 2 mois, tout le monde était sûr qu'effectivement, on ne peut pas compter les Arabes dedans, c'est compliqué. Mais Netanyahou a changé ça. Meir Habib, est-ce que vous avez entendu Guy Mirelli? Est-ce que vous souhaitez réagir? Une réponse pour terminer? Ah, Meir Habib nous a quitté, le député des Français de l'étranger qui était avec nous il y a quelques instants, qu'on retrouve tous les lundis matins à partir de 7h20 sur Radio J. 5 minutes pour terminer cette édition spéciale consacrée aux élections israéliennes. Guy Mirelli, pour conclure, que peut-on penser de ces élections israéliennes? Quel bilan tirer de ces élections ce soir? D'abord, qu'on ne sait pas encore quels sont les résultats. Et que, effectivement, si les résultats définitifs ressemblent beaucoup à ce qu'on savait depuis le début de la soirée, donc que le bloc de droite, le bloc Bibi compatible a 61 sièges, donc je pense que Netanyahou aura un gouvernement très rapidement, et peut-être, comme disait Meir Habib tout à l'heure, pas des 61, mais peut-être même de 67 aux 70 avec d'autres partis. Ce qui va permettre à Netanyahou, comme il aime bien, de diluer un petit peu ses alliés les plus encombrants en droite, y compris notre ami qui s'est réjoui tout à l'heure de sa victoire, et qui se verra membre de la même coalition que Benny Gantz et d'autres personnes qui n'ont pas les mêmes ordre de jour que lui, et que Netanyahou va, avec son talent habituel, et non sans plaisir, va jouer les uns contre les autres pour arriver à les prochaines élections dans 4 ans et pas dans 6 mois. Pas dans 6 mois. Merci beaucoup Guy Mirelli pour ces analyses. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Édition spéciale consacrée aux élections israéliennes. Un programme que vous pouvez retrouver en podcast sur notre site internet radioj.fr et sur notre page YouTube. Tous nos invités. Et puis ça continue demain matin dès 6h, 8h. 2 heures d'information, édition spéciale en compagnie de Christophe Dard. Je serai là dès 6h pour vous donner toutes les dernières informations, les dernières estimations de ces élections israéliennes, et puis plusieurs invités au programme. Nous aurons notamment Pascal Sunshine, notre correspondante à Jérusalem, qui nous dira tout de ces élections. Avi Pazner, également ancien ambassadeur d'Israël en France. Il sera avec nous dès 7h45 pour commenter ces résultats. Et puis ne ratez pas notre portrait, nos chroniques du matin, comme tous les matins, le portrait de Benjamin Netanyahou, le Premier ministre israélien. Voilà, on en parlera demain matin dès 6h. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je suis là toute la semaine pour vous accompagner. 6h, 8h du lundi au vendredi. Très bonne fin de soirée. Je vous dis à demain matin dès 6h. Merci beaucoup.